Nous allons ici donner un exemple qui montre comment on peut utiliser la méthode graphique non seulement pour analyser une structure, mais également pour nous aider à l'optimiser. Donc, dans ce cas précis, l'exemple que nous avons choisi est une passerelle piétonne au Bénin. La structure que nous voulons analyser est illustrée à l'écran. Il s'agit d'une passerelle piétonne qui serait construite en montagne pour franchir un obstacle. Cette passerelle fait 3 mètres de largeur, 14 mètres de longueur et elle est supportée par des câbles en acier. Le pontage, qui est constitué de planches de bois de 89 mm d'épaisseur, repose sur 2 poutres en bois accrochées à des câbles d'acier, eux-mêmes supportés par des poteaux en bois. À l'aide de la méthode graphique, nous allons analyser cette structure et voir si on peut modifier sa géométrie pour la rendre plus efficace. La passerelle est soutenue par 2 rangées parallèles de câbles. Donc, comme tout est symétrique, nous allons analyser l'une de ces rangées. Nous considérons également que la passerelle supporte une charge uniformément répartie sur toute la surface de son tablier. Mais, puisque la méthode graphique nous oblige à faire l'hypothèse que les charges sont concentrées au nœud, nous supposerons également que la structure supporte 3 charges externes P qui sont appliquées au point d'intersection entre les câbles et les poutres, telles qu'illustrées ici à l'écran. Comme toujours, la première étape consiste à évaluer les charges externes. La prochaine étape consiste à tracer le diagramme de forme à l'échelle en indiquant les charges externes appliquées ainsi que les réactions d'appui de la structure. On y ajoute également la numérotation par intervalle. Donc, nous avons reproduit ici à l'écran ce diagramme de forme. On voit qu'on a nos 3 charges externes de 47 kN ainsi que 3 réactions d'appui. On a la réaction d'appui qu'on a notée ici T, qui est la tension dans le câble qui est accroché à la falaise. Et au point d'appui entre la passerelle et la falaise, on a 2 réactions d'appui. Une réaction d'appui horizontale qu'on a représentée ici par la lettre H et une réaction d'appui verticale qu'on a représentée par la lettre V. Si on place là-dessus notre numérotation par intervalle, on va commencer par désigner les espaces sur le pourtour extérieur de notre structure avec des lettres. Donc, si on commence à l'extrémité gauche, on va avoir l'intervalle A qui définit tout le périmètre compris entre la charge de 47 kN placée à l'extrême gauche de notre structure et notre réaction d'appui T. Ensuite, on va avoir l'intervalle B qui va désigner l'espace entre notre réaction d'appui T et notre réaction d'appui H. On a l'intervalle C qui désigne l'espace entre nos 2 réactions d'appui H et V. On a l'espace D qui désigne l'intervalle entre notre réaction d'appui V et la première charge de 47 kN. L'intervalle E qui désigne l'espace entre nos 2 charges externes de 47 kN. Et finalement, l'intervalle F qui désigne aussi l'espace entre les 2 charges externes de 47 kN situées à l'extrémité gauche de notre structure. Ensuite, on va placer des chiffres pour désigner les espaces internes, les triangles qui sont formés à l'intérieur de notre structure. Donc, on a l'intervalle 1 qui désigne l'espace triangulaire formé entre les câbles à l'extrémité gauche de notre structure. En se déplaçant vers la droite, on va avoir l'intervalle 2. Et en se déplaçant encore vers la droite, on va avoir l'intervalle 3 qui désigne l'espace triangulaire entre notre tablier, notre poteau et le câble qui soutient le tablier. On remarquera qu'entre le poteau et le câble qui est accroché à la falaise, on n'a pas besoin de désigner cet intervalle-là. Cet intervalle-là avait déjà été désigné par la lettre B. Donc, nous avons ici notre diagramme de forme. Normalement, la première étape de l'analyse consisterait à calculer les réactions d'appui. On pourrait bien sûr calculer ces réactions d'appui en appliquant les 3 conditions d'équilibre statique que nous avons vues précédemment, à savoir que la sommation des forces verticales égale à 0, que la sommation des forces horizontales égale à 0, et que la sommation des moments en n'importe quel point de la structure est également égale à 0. Mais ce calcul serait fastidieux parce que les membrures de la structure sont inclinées selon divers angles. Dans ce cas particulier, étant donné que les réactions d'appui sont 3 forces non parallèles, on peut trouver directement et plus facilement ces forces en traçant le polygone de force. C'est ce qu'on avait fait, si vous vous rappelez,
au tout premier cours où on avait présenté la méthode point par point avec une structure qui était une structure en forme de triangle avec deux appuis doubles à la gauche. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais maintenant tracer mon polygone de force. Dans un premier temps, je vais rapporter mes trois charges externes de 47 kN sur mon polygone de force. Donc, je vais commencer avec le point D que je vais venir placer ici sur mon polygone de force et je vais tourner dans le sens horaire autour de ma structure. Donc, lorsque je vais passer du point D au point E, je vais rencontrer la force externe de 47 kN qui est une force verticale dirigée vers le bas. Donc, je vais mesurer une distance de 47 kN sur mon polygone de force et je vais venir placer le point E sous le point D. En poursuivant, je vais passer du point E au point F en rencontrant toujours une force de 47 kN dirigée vers le bas. Donc, je vais toujours mesurer une longueur de 47 kN et je vais venir placer mon point F sous le point E. En passant du point F au point A, je rencontre la dernière charge externe de 47 kN. Donc, je vais toujours mesurer 47 kN pour venir placer mon point A sous le point F sur mon polygone de force. Donc, actuellement, sur mon polygone de force, j'ai placé les points D, E, F et A qui représentent en fait mes trois charges externes de 47 kN. Sans avoir à calculer mes réactions d'appui, je vais ensuite placer les points 1, 2 et 3 sur mon polygone de force qui va me permettre d'obtenir les forces dans chacun des câbles et dans chacune des membrures du tablier. Donc, je vais commencer avec le point 1. Donc, je sais que le point 1 est situé sur une ligne parallèle à la membrure A1. Donc, je vais tracer ici à l'écran une ligne qui est parallèle à la membrure A1 et je sais que mon point 1 est situé quelque part sur cette ligne. Je sais également que mon point 1 va être situé sur une ligne parallèle à F1, qui est la membrure du tablier. Donc, à partir du point F, je vais tracer une ligne parallèle à la membrure F1 et je sais que mon point 1 est situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, en fait, mon point 1 va être situé à l'intersection des deux lignes. Donc, ici, à l'intersection des deux lignes, j'ai mon point 1. Je vais continuer de la même façon avec mon point 2. Donc, mon point 2 va délimiter l'espace entre la membrure 1,2 et la membrure E2. Donc, si je pars du point 1 et que je trace une membrure parallèle et que je trace une ligne parallèle à la membrure 1,2, ben, je vais obtenir la ligne ici qui est représentée à l'écran. Donc, c'est une ligne qui est parallèle à la membrure 1,2 et je sais que mon point 2 va être quelque part sur cette ligne. De la même façon, si je pars du point E et que je trace une membrure parallèle et que je trace une ligne parallèle à la membrure E2, ben je sais que mon point 2 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, en fait, mon point 2 va être situé à l'intersection de mes deux lignes. Mon point 2 va être situé à cet endroit. Je continue avec le point 3. Donc, le point 3 va délimiter les membrures 2, 3 et D3. Donc, à partir du point 2, si je trace une ligne parallèle à la membrure 2, 3, je vais avoir cette ligne-là. Et si je trace une ligne parallèle à la membrure D3, je pars du point D et je trace une ligne parallèle à la membrure D3, je vais avoir ma deuxième ligne ici. Donc, je sais que mon point 3 va se situer à l'intersection entre les deux lignes. Donc, mon point 3 va être situé à cet endroit. Donc, ce que j'ai fait présentement, j'ai tracé mon polygone de force et sur mon polygone de force, en fait, j'ai représenté les efforts internes dans chacun de mes câbles ainsi que les efforts internes dans chacune des membrures du tablier. Je vais compléter mon polygone de force en venant placer les points B et C de façon à obtenir mes trois réactions d'appui inconnues. Donc, je vais commencer par placer le point B. Donc, pour trouver le point B, en fait, va délimiter l'espace entre la membrure B3 et la membrure AB. Donc, si je commence avec la membrure B3, je vais partir sur mon polygone de force du point 3 et je vais me tracer une ligne
qui est parallèle à la membrure B3. Et je sais que mon point 3 va être placé quelque part, va être situé quelque part sur cette ligne. Ensuite, je vais regarder la membrure AB. Donc, à partir du point A, je vais me tracer une ligne qui est parallèle à la membrure AB. Et je sais que mon point B va se trouver quelque part sur cette ligne. Donc, en fait, mon point B va se trouver à l'intersection où les deux lignes se croisent. Donc, je trouve ici, sur mon polygone de force, l'emplacement du point B. J'ai complété mon polygone de force en venant placer mon point C. Donc, je sais que mon point C va être situé sur une ligne horizontale qui est parallèle à ma réaction d'appui BC. Donc, à partir du point B que je connais maintenant sur mon polygone de force, je vais tracer une ligne horizontale qui est parallèle à BC et je sais que mon point C va se trouver quelque part sur cette ligne. De la même façon, je sais que mon point C va être sur une ligne qui est parallèle à ma réaction d'appui CD. Donc, à partir du point D que je connais, qui est au coin supérieur gauche de mon polygone de force, je vais tracer une ligne verticale qui est parallèle à CD et je sais que mon point C va être situé à cet endroit. Donc, en fait, mon point C va être situé au croisement de ma ligne horizontale et ma ligne verticale. Donc, je vais trouver ici, sur mon polygone de force, mon point C. Donc, j'ai complété mon polygone de force, j'ai placé tous mes points sur ce polygone. Je peux maintenant trouver facilement mes trois réactions d'appui directement à partir du polygone de force. En effet, si je regarde ma réaction d'appui AB, ça correspond à ce vecteur de force qui est illustré à l'écran, là, le vecteur de force en bleu. Donc, si je mesure à l'échelle sur mon polygone de force, je vais m'apercevoir que ma réaction d'appui AB est une force de 320 kN dirigée vers le bas, comme on voit à l'écran. Ensuite, pour trouver ma réaction d'appui BC, c'est la même chose. À partir du polygone de force, je vais trouver que ma réaction d'appui BC est une force de 170 kN dirigée vers la gauche. Et finalement, ma dernière réaction d'appui CD, ma réaction d'appui CD va être une force de 415 kN dirigée vers le haut. Donc, je pars du point C et je termine au point D. Si j'ajoute à ça la résultante des forces externes, donc la résultante des forces externes, c'est une force verticale de 141 kN dirigée vers le bas, c'est-à-dire c'est 3 fois 47 kN. Donc, j'ai placé ici en rouge ma charge externe de 141 kN, qui est la sommation de mes trois forces individuelles de 47 kN. Et je constate évidemment sur mon polygone de force que mon polygone de force est fermé, ce qui confirme que ma structure est bel et bien en équilibre statique. Donc, dans ce cas-là, je vois que mon polygone de force m'a permis d'obtenir facilement mes réactions d'appui sans avoir à faire des calculs compliqués en utilisant les trois conditions d'équilibre statique. Lorsque j'ai tracé le polygone de force, j'ai choisi de décomposer la réaction d'appui à la base du poteau selon deux axes orthogonaux, l'un horizontal, la force BC, et l'autre vertical, la force CD. On n'est pas obligé de toujours choisir de décomposer notre force en deux axes orthogonaux. Dans certains cas, il peut être avantageux ou plus pratique de procéder autrement. Ici, par exemple, pour cet exemple, il pourrait être plus pratique de décomposer ma réaction d'appui à la base du poteau selon deux axes qui sont non orthogonaux, c'est-à-dire un premier axe qui est parallèle à mon tablier, qui est parallèle à la membrure D3, et un deuxième axe qui est parallèle au poteau, donc qui est parallèle à la membrure B3. De cette façon-là, mes réactions d'appui ici me donneraient directement l'effort de compression dans mon tablier et dans mon poteau. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici à l'écran. Donc, si je change ici mes réactions d'appui et que je décompose ma réaction d'appui en une composante parallèle au tablier et une composante parallèle au poteau, je m'aperçois que sur mon polygone de force, j'aurai quelque chose qui est légèrement différent. Donc, j'aurai toujours ma réaction d'appui dans mon câble à droite qui est égal à 320 kN. Mais au niveau des appuis, plutôt que de décomposer ma réaction d'appui en une composante verticale et horizontale comme précédemment, j'aurai une composante qui est
parallèle à mon tablier qui me donne une force de 80 kN. C'est ce qui est représenté en vert sur mon polygone de force. Et j'aurai une réaction d'appui de 430 kN qui sera parallèle à mon poteau qui est représenté ici en mauve sur mon polygone de force. Si je regarde mon polygone de force en ajoutant ma force externe de 141 kN, je m'aperçois que je suis toujours en équilibre statique. Mon polygone de force est toujours fermé. Donc, dans ce cas-là, c'est exactement la même chose que précédemment, mais j'ai choisi de le représenter différemment. Donc, on peut choisir, il y a différentes façons de représenter la même réalité. L'un des gros avantages de la méthode graphique, c'est que comme les efforts sont représentés visuellement sur mon polygone de force, souvent, ce polygone de force-là va me permettre de voir plus facilement comment je pourrais optimiser ma structure. Donc, dans le cas qui nous occupe, on a ici notre diagramme de forme avec notre polygone de force. Si on regarde le polygone de force attentivement, on va constater que les plus grands efforts se trouvent en fait dans le poteau qui est la membrure B3, et le câble qui est la membrure AB. C'est les lignes de force les plus longues sur mon polygone de force. Donc, je peux me poser la question, est-ce que je pourrais modifier ma géométrie pour diminuer l'intensité de ces forces-là? Et en regardant attentivement mon polygone de force, je vais m'apercevoir en fait que je pourrais diminuer considérablement les efforts dans ces deux membrures si je modifiais l'angle du câble AB. Donc, si je modifiais ici, j'ai mon câble AB, que j'ai représenté ici par la ligne rouge sur mon polygone de force, qui a une certaine inclinaison. Si je modifie l'inclinaison de mon câble AB et que je le ramène plus vers l'horizontale, je m'aperçois que je vais diminuer considérablement mes efforts. Donc, si je fais ça, si je change l'angle de mon câble AB pour le ramener plus vers l'horizontale, je vais obtenir ce que j'ai ici à l'écran. Je m'aperçois que mes efforts ont été réduits considérablement. Donc, maintenant, j'ai une réaction d'appui de 145 kN dans mon câble. Et au niveau de l'appui du poteau, j'ai deux réactions d'appui, une de 80 kN et une de 225 kN. Donc, je suis toujours en équilibre statique, mais je m'aperçois que mes efforts sont beaucoup plus petits. Donc, le fait de modifier l'angle de mon câble, dans ce cas-là, ça a un effet très bénéfique pour ma structure. Je peux me poser la question à savoir si je pourrais encore améliorer la performance de ma structure. En fait, si j'examine attentivement mon polygone de force, je vais constater que je pourrais réduire les efforts dans le tablier, c'est-à-dire dans les membrures F1, E2 et D3, ainsi que dans les câbles qui la soutiennent, c'est-à-dire les membrures A1, 1,2 et 2,3, en modifiant l'angle du poteau. Ici, j'ai représenté sur mon polygone de force en rouge l'inclinaison de mon poteau, c'est-à-dire de ma membrure B3. Donc, je constate que si je modifiais l'angle du poteau et que je lui donnais une inclinaison plus prononcée, en fait, ma ligne se déplace vers la gauche, ce qui fait que je vais diminuer, par exemple, mon effort D3 ici à l'écran, ainsi que tous les autres efforts dans mon tablier et dans mes câbles. On pourrait pousser notre réflexion plus loin en se demandant quel serait l'angle optimal du poteau. Donc, si on regarde notre structure, on essaie de pousser la réflexion, on pourrait remplacer nos trois forces externes de 47 kN par une force résultante équivalente qui passe par le centre de gravité des trois forces individuelles. Donc, on a représenté ici à l'écran la force résultante des forces par le vecteur en rouge sur une ligne pointillée en rouge qui passe par son centre de gravité. De la même façon, au niveau des appuis, on pourrait remplacer les deux réactions d'appui à la base du poteau par une force résultante. Donc, on va se ramasser dans le cas où on va avoir la résultante des forces externes avec une réaction d'appui dans le câble et une réaction d'appui à la base du poteau. Donc, on se trouve dans le cas où on a trois forces, dont deux pas parallèles,
Donc, comme on l'a mentionné précédemment, ça signifie que les trois forces vont forcément se croiser en un point. Donc, si je prolonge ici, si je place le sommet de mon poteau au point qui est illustré à l'écran, j'ai ici la réaction d'appui dans mon câble là, qui est représentée par la flèche en bleu qui va passer par ce point-là. Et j'ai la réaction d'appui dans à la base de mon poteau qui va être aussi dans l'axe. Donc, ça signifie qu'en faisant ça, mes trois forces vont se croiser au sommet du poteau et donc je vais éliminer la réaction d'appui que j'avais qui était dans l'axe parallèle au tablier. Donc, ma force BC que j'avais précédemment, maintenant elle est nulle et est égale à 0. C'est ce que j'ai représenté ici par le vecteur en pointillé vert. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir ma réaction d'appui à la base qui va être dans l'axe du poteau et donc j'aurai aucune compression dans l'axe du tablier. D'un point de vue constructif, comme je suis en montagne, je suis dans un lieu peu accessible, ben ça va simplifier mon assemblage lorsque je vais vouloir concevoir le détail constructif de mon appui. Ben le fait que ma réaction d'appui soit dans l'axe du poteau va simplifier la construction de mon ouvrage. Donc, la géométrie que j'ai ici à l'écran serait la géométrie optimale dans ce cas précis. On obtient donc finalement notre structure optimisée qui est illustrée ici à l'écran avec le diagramme de forme et le polygone de force. On remarque que les efforts internes dans le poteau ainsi que dans le câble AB demeurent les mêmes, mais que par contre les efforts dans toutes les autres membrures, c'est-à-dire dans les câbles et dans les membrures qui forment le tablier, sont diminués de façon substantielle. J'ai reproduit ici à l'écran le polygone de force avant et après optimisation. Donc, on voit bien qu'après optimisation, notre polygone de force est plus regroupé. On remarque que les lignes sont plus courtes, donc ce qui signifie bien que les efforts internes sont plus faibles. Donc, si on résume, on a ici en haut à gauche notre structure initiale qu'on avait au tout départ, et en bas à droite, on a notre structure optimisée où on a modifié l'angle du câble à droite ainsi que l'angle du poteau pour minimiser les efforts internes dans les membrures. Donc, si on regarde ici, j'ai reproduit à l'écran le polygone de force initial au tout début pour la première géométrie qu'on avait choisie et le polygone de force optimisé pour la géométrie optimisée qu'on a obtenue finalement. J'ai représenté ici en rouge la force externe résultante, qui est la sommation des trois forces de 47 kN. Donc, lorsqu'on va regarder le polygone de force, le volume occupé par le polygone de force va nous donner une idée de l'efficacité de la structure. Donc, plus le polygone de force va occuper un grand volume, comme c'est le cas à gauche, plus nos efforts vont être grands. Et si on réussit à obtenir un polygone qui est beaucoup plus regroupé, qui occupe un volume plus faible, comme on a à droite, on voit que les efforts sont diminués considérablement. Donc ici, visuellement, si on compare les deux polygones de force, on voit que dans le cas de la structure optimisée à droite, tous les efforts sont considérablement plus faibles que pour la structure initiale. Donc dans ce cas-là, on voit que l'optimisation a eu un effet très bénéfique. On pourrait poursuivre la réflexion encore plus loin. Nous avons reproduit ici à droite de l'écran notre structure optimisée. Lorsqu'on regarde notre illustration ici, on constate que si la base des poteaux est rotulée, la structure est instable puisque rien n'empêche le déplacement latéral des poteaux à leur sommet. Donc on voit qu'au sommet des poteaux, si les poteaux sont rotulés à la base, il n'y a rien qui empêche que le sommet du poteau peut se déplacer latéralement, donc notre structure est instable. Pour corriger ce problème d'instabilité, on pourrait évidemment encastrer les poteaux à leur base. Sauf que, d'une part, cette opération est difficile, venir construire un encastrement sur le site qui est peu accessible, c'est une opération difficile. Et d'autre part, même si on réussit à avoir un encastrement parfait, la longueur effective de flambement va être alors doublée parce que notre valeur de K, lorsqu'on va mesurer notre KL, la valeur de K va passer de 1 à 2.
ce qui va réduire considérablement la résistance à la compression des poteaux et ce qui va nous obliger à choisir des profilés beaucoup plus gros pour nos poteaux. La solution dans ces conditions-là, la solution la plus efficace pour assurer la stabilité de la structure consisterait plutôt à simplement incliner les deux poteaux de façon à créer un triangle qui, lui, va être très stable. Donc, on obtient finalement la géométrie optimisée de la passerelle qui est illustrée ici à droite de l'écran. Donc, on voit que les deux poteaux qui sont inclinés forment un triangle, ce qui leur donne une très grande stabilité transversale. On règle le problème de stabilité. Toujours dans un souci de simplification, nous avons également décidé de remplacer les deux câbles qui étaient derrière les deux poteaux par un seul câble qui va lier le sommet du poteau à la falaise. De cette façon, on va aussi limiter le nombre d'ancrages à construire sur le site et ça va être aussi un avantage constructif appréciable. En utilisant la méthode graphique, nous fonctionnons dans un espace à deux dimensions. Donc, nous avons calculé les efforts internes dans chacune des membrures en considérant que toutes ces membrures étaient situées dans un même plan vertical. Cela n'est plus vrai puisque nous avons choisi d'incliner les poteaux selon un axe perpendiculaire au plan vertical étudié. Donc, pour calculer les forces réelles dans chacune des membrures et particulièrement dans les poteaux, il faudrait donc décomposer les forces dans un espace tridimensionnel. La figure qui est illustrée ici à droite de l'écran montre la décomposition de ces forces. Donc, on a ici la force de compression dans le poteau qu'on avait trouvé initialement, qui est égale à 230 kN, qui est dans un plan vertical. Et on a en bleu la force de compression dans notre poteau après qu'on l'ait incliné en 3 dimensions. Donc, par géométrie, si on regarde, par géométrie, on trouverait que dans le poteau incliné, notre force de compression passe de 230 à 232 kN et on aurait aussi un effort de compression dans le sens perpendiculaire à la passerelle qui est égal à 27 kN. On peut constater aisément que lorsque l'angle entre la membrure inclinée et le plan vertical est faible, l'influence de l'inclinaison sur l'effort interne à la membrure va être négligeable. Par exemple, si on a un angle de 10 degrés, ça va modifier de moins de 4% l'effort dans une membrure. Pour l'exemple qu'on a ici, on voit que l'effort a été très peu modifié parce qu'on est passé d'un effort de compression de 230 kN de 230 kN à 232 kN. Donc, si l'angle dans la troisième dimension est relativement faible, on pourrait le négliger et on ne fera pas d'erreur importante dans notre dimensionnement. La dernière étape de mon analyse consiste à dimensionner mes membrures. Je vais donc commencer par les poteaux. Dans le cas des poteaux, j'ai choisi d'utiliser des profilés en bois lamelé collé. Je sais que la charge maximale pondérée supportée par les poteaux P indice F est égale à 230 kN. C'est ce que j'ai trouvé de mon analyse avec l'aide de la méthode graphique. Je connais également la longueur du poteau. Mon poteau fait 12,2 mètres de longueur. Les conditions de retenue, c'est-à-dire un poteau rotulé aux deux extrémités avec le déplacement latéral empêché, m'amène à trouver que mon coefficient K est égal à 1. Donc, ma longueur équivalente de flambement est égale à KL, donc c'est égal à 1 fois 12,2 mètres, ce qui me donne 12 200 mm. Donc, pour choisir un profilé, je vais aller dans les tableaux de sélection prévus à cet effet. J'ai reproduit ici à gauche de l'écran un tableau de sélection. Mon choix, finalement, s'est arrêté sur un poteau en bois lamelé collé qui avait une dimension de 315 par 304 mm. Donc, si je rentre dans mon tableau avec la valeur de KL, donc je vais prendre 12 500, c'est la valeur là, qui est légèrement supérieure à mon 12 200 mm que j'ai trouvé. Donc, si je rentre avec 12 500, je vais trouver une résistance à la compression du poteau, P indice R, qui est égale à 260 kN. C'est ce que je vois aussi dans l'encadré rouge sur le tableau. Donc, mon PR est égal à 260 kN. C'est supérieur à mon PF qui est égal à 230 kN. Donc, mon poteau est suffisamment résistant en la compression. Maintenant, nous allons procéder au dimensionnement des câbles.
Le câble qui est le plus sollicité est le câble reliant le sommet du poteau à la falaise. Donc, pour ce câble, on a trouvé avec notre méthode graphique un effort de 150 kN, mais c'était l'effort pour un câble lorsqu'on avait deux câbles parallèles. Comme on a remplacé ces deux câbles-là par un seul câble dans notre design final, donc, notre câble, en fait, va supporter une charge deux fois plus grande. Donc, notre câble va supporter une charge P indice F qui est égale à 300 kN. On connaît les propriétés de l'acier en supposant qu'on utilise de l'acier de charpente là, usuel. On a une contrainte admissible de 350 MPa et on a une valeur, un coefficient de tenue phi de 0,9. Donc, comme on a vu dans le cours précédent sur le dimensionnement des câbles, on sait que le diamètre du câble doit être supérieur ou égal à la racine carrée de 4πf divisé par pi fois phi fois la contrainte admissible. Donc, si j'entre les valeurs numériques, comme on voit ici à l'écran, je vais trouver que mon câble doit avoir un diamètre égal ou supérieur à 15 mm. Dans le cas des câbles qui relient le sommet du poteau à la passerelle, on aurait des efforts, si on regarde les valeurs obtenues avec les méthodes graphiques, nos efforts de traction sont beaucoup plus petits. Donc, on pourrait utiliser des câbles de plus petit diamètre. Mais dans ce cas-là, comme de toute façon, 15 mm, c'est petit, par simplicité, on choisirait d'utiliser la même. Il nous reste maintenant à dimensionner les poutres qui soutiennent le tablier de la passerelle. Le polygone de force qu'on a obtenu avec la méthode graphique nous permet d'évaluer l'effort dans les membrures du tablier. Donc, si on consulte le polygone de force qui est reproduit à la page 17, on constate que les membrures du tablier vont être sollicitées par un effort de compression et que l'effort de compression maximal se retrouve dans les membrures F2 et E1 et est égal à 19 kN. Donc, on sait que notre tablier est soumis à un effort de compression de 19 kN. Au tout départ, pour utiliser notre méthode graphique, on a dit que notre charge était uniformément répartie sur notre tablier, mais on a ramené ça à trois forces concentrées au niveau des nœuds. Lorsqu'on veut dimensionner les poutres, en fait, nos poutres de rive supportent en fait à la fois un effort de compression qu'on a trouvé, l'effort de 19 kN, et aussi un effort de flexion, parce que les charges, en réalité, sont pas appliquées au niveau des nœuds, mais sont réparties sur toute la longueur de la poutre. Si on fait l'hypothèse que la poutre est constituée de plein de petits morceaux séparés, notre effort de flexion serait maximal au milieu des travées et serait égal, comme on a vu dans les cours précédents, à WF fois L au carré sur 8. En réalité, notre tablier n'est pas constitué de petits éléments à séparer, ce serait un tablier continu, donc on aurait plutôt une poutre continue sur plusieurs appuis. Donc, si on voulait avoir le moment maximal exact, on devrait utiliser Dr. Beam Pro. Mais disons, en utilisant la valeur de WL au carré sur 8, on va en valeur sécuritaire, on va un peu surévaluer l'effort de flexion dans nos membrures. Donc, en prenant cette valeur-là, on trouve que MF, c'est égal à 7,8 kN par mètre carré, la charge totale majorée sur notre tablier, fois 3 mètres divisé par 2, la largeur tributaire supportée par une poutre, fois la portée au carré, donc fois 4 mètres au carré, divisé par 8. Donc, on trouve que la poutre va résister à un effort de flexion maximal de 23,4 kN. Donc, on a une membrure qui se comporte comme un poteau-poutre, c'est-à-dire qui supporte à la fois des efforts de compression et de flexion. Pour choisir un profilé, on va toujours aller dans nos tableaux de sélection. Donc, j'ai reproduit ici, à droite de l'écran, un tableau de sélection qui m'a amené à choisir finalement un profilé en bois lamelé collé qui fait 130 par 228 mm. Donc, si je vais dans ce tableau-là, pour ce qui est de mon poteau, je vais avoir une valeur de KL qui va être égale à 4000 mm. C'est l'espacement entre deux câbles. Dans ce cas-là, je considère que ma poutre est retenue latéralement, mais est libre de tourner par rapport aux appuis. Donc, le K est égal à 1. Donc, si je vais dans mon tableau avec une valeur de KL est égale à 4000, je vais trouver pour un profilé de 130 par 228
une résistance à la compression de 166 kN. Pour la résistance à la flexion, ben, je vais l'avoir dans le bas de mon tableau, dans la partie verte en bas de mon tableau. Je trouve directement que la résistance à la flexion de mon profilé selon son axe phare, le M indice Rx, est égale à 26 kN. C'est la valeur encadrée ici sur le tableau à droite de l'écran. Donc, lorsque je vais faire mon équation d'interaction, je vais faire que PF sur PR plus MF sur MR est égal à 19 kN sur 166 kN plus 23,4 kN divisé par 26 kN. Donc, ça va me donner 0,11 plus 0,90, ce qui me donne un total de 1,01, donc ce qui est à peu près égal à 1, là, à 1% près. Donc, je considère que c'est satisfaisant. Ça signifie que mon choix d'un profilé de 130 par 228 mm est correct. Dans ce cas-là, ce que l'équation d'interaction nous dit aussi, c'est que en fait, notre profilé va être sollicité environ à 10% de sa résistance en compression et à 90% de sa résistance en flexion. Donc, on s'aperçoit que notre profilé travaille beaucoup plus comme une poutre que comme un poteau. Donc, on a maintenant terminé notre dimensionnement. On connaît les dimensions de toutes les membrures de notre structure. Vous me permettrez de conclure cet exemple sur une réflexion un peu plus philosophique. Comme chacun sait, la qualité esthétique des structures est une notion subjective. On sait cependant que les formes que l'on retrouve dans la nature ont généralement optimisé au cours du long processus de l'évolution et que ces formes dites naturelles influencent grandement notre perception esthétique des choses. Il en résulte que, indépendamment des aspects purement techniques et fonctionnels, les structures optimisées produisent habituellement des géométries qui sont perçues comme étant plus harmonieuses par la majorité des personnes. Ici à l'écran, j'ai reproduit notre structure initiale ainsi que notre structure qui a été optimisée grâce à la méthode d'analyse graphique. Donc, si vous regardez ces deux structures-là, vous la présentez à un grand nombre de personnes, vous allez vous apercevoir que la majorité des gens vont trouver que la structure à droite est plus agréable esthétiquement de celle de gauche. Donc, c'est souvent le cas lorsqu'on optimise les structures. Non seulement on a un gain technique parce qu'on a une structure plus efficace et plus facile à construire, mais très souvent, on a également des structures qui sont plus intéressantes sur le plan formel. Ça termine cette présentation. Je vous remercie beaucoup.